Chers camarades, chers corps enseignants, chers publics, bienvenue à la seconde édition du concours d'éloquence de l'IAE d'Aix-Marseille organisé par la junior entreprise Propulse. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la beauté et la puissance de la parole. L'éloquence est un art qui parvient à persuader, inspirer les foules, initier des changements. Je pense notamment aux célèbres discours d'orateurs Martin Luther, Churchill, Gandhi, qui ont fait leur chemin et ont été à l'origine de grandes évolutions. Si les concours d'éloquence sont plutôt courants dans les filières de droit, je suis contente qu'en tant qu'IAE, nous puissions nous-mêmes en proposer un. Cette deuxième édition se déroule sous deux thèmes qui prennent tout leur sens en ces temps, la paix et l'environnement. Nos 6 candidats ont préparé leurs prestations et ont été aidés plusieurs heures par des coachs de l'éloquence. Un grand merci à Dominique Fortin, Cyril Champard et Maxime Bully pour vos précieux conseils. Avant de vous dévoiler les sujets et les duos, je souhaiterais faire une petite aparté sur Propulse, la junior entreprise de votre école et organisatrice de ce concours. Puisqu'après visionnage de micro-trottoirs, j'ai pu comprendre que la notion n'était pas très claire. Alors Propulse, c'est une association qui a été créée en 2008 par plusieurs étudiants bénévoles. À ce jour, Propulse, c'est 22 étudiants qui œuvrent à la professionnalisation des étudiants de l'IAE. Alors comment on fait ? On propose aux étudiants la réalisation de missions de conseil auprès d'entreprises. Ces missions, elles touchent plusieurs domaines qui sont le marketing, la communication, la RH et la finance. Ainsi, les étudiants ils vont appliquer leurs compétences sur des problématiques concrètes et pour cela, ils vont être rétribués pécuniairement. En chiffres, la durée des missions, c'est 1 à 3 mois et la rémunération, elle est comprise entre 700 et cette année, on allait jusqu'à 1 600 €. D'octobre à mars, Propulse, c'est déjà 5 missions signées pour plus de 10 000 € reversés aux étudiants. Bon, puis mis à part les chiffres, Propulse, ça ressemble plutôt à ça. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre l'aventure, on va poster les offres bientôt, le 1er mai, pour recruter pour le mandat prochain, 2023-2024, et pour les offres de mission, on les met sur Instagram également. Donc voilà, je vous invite à rester informés, et en tout cas, merci pour votre présence. Merci Julie. Je vais laisser maintenant le jury se présenter à vous. Donc, bonjour à tous, Hugo Battista Franzella, j'étais étudiant il y a quelques mois comme vous à l'IAE en master MMS, la meilleure promo ever. Et on m'a gentiment demandé de participer pour être jury aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je participe à cette édition. Bonne chance d'ailleurs. Bonjour, c'est Luc Montingo. Il y a marqué vainqueur de l'édition, je ne m'en souviens plus. Non, mais franchement, c'est un plaisir d'être de l'autre côté. Je sais comment j'étais à ce moment-là, il y a 1 an. Et bon courage, mais ça va bien se passer. Courage à vous. Non, pas l'honneur au directeur ? Non. Bon, bien écoutez, moi j'ai la trouille pour vous. J'aimerais pas. Ils sont où les ? Oh, c'est super courageux, franchement. Mais bonne chance. Oui, bonjour à tous. Je dois être le doyen. Patrick Ardesoni, il est noté directeur des Feuillades. Effectivement, je suis directeur du centre de rééducation des Feuillades à Célonie. Mais je dirige également un groupe d'établissements de santé dans le sanitaire et le médico-social, pratiquement 1 millier de salariés. Et je suis également élu à la Chambre de commerce d'industrie Marseille-Provence et je suis en charge, en responsabilité du territoire du Pays d'Aix. Voilà. Propulse, je connais, puisque j'ai fait appel, si vous voulez, à vous pour une mission que vous avez remplie parfaitement. Donc, c'était noté sur le petit diapo. Donc, nous fabriquons des pâtisseries françaises, si vous voulez, aux États-Unis, et que nous voudrions faire venir en France. Voilà, donc vous avez travaillé sur ce projet-là, donc bravo. Et également pour Biofrost, qui est les produits bio surgelés également. Voilà, donc c'est très bien. Bravo.
Bonjour à toutes et à tous. J'ai pris énormément de plaisir l'an dernier lors d'un événement, enfin, de l'événement similaire qui a pris place ici même. Et en fait, je voulais vous dire un mot qui est très simple. Hein. On est aujourd'hui en face de 5 transitions qui vont complexifier énormément, et qui complexifient déjà énormément l'environnement dans lequel on est. Et la transition, à mon avis, à laquelle vous allez être le plus confrontés, c'est la transition numérique. En tant que manager, vous allez avoir à prendre des décisions dans un environnement qui va être en perpétuel changement. Et la transition numérique va impacter énormément de vos décisions, et notamment, on en est tous ultra conscients hein, maintenant, grâce à notre ami ChatGPT, que la manière dont on va prendre nos décisions demain, ce sera plus jamais la même que celle que nos aïeux ont employée dans le passé. Ça veut dire qu'il faut se préparer à ce changement-là, et ça veut dire qu'il faut arriver à comprendre comment faire face en fait à l'intelligence artificielle et à ce type de solutions qui vont impacter fortement notre manière de décider. Et il y a une réponse qui a été proposée par Jack Ma au World Economic Forum en 2018, si mes souvenirs sont bons. Et sa réponse, c'était de cultiver tout ce qui est humain en nous. Et donc ça veut dire qu'il faut développer sa culture, développer sa conscience du monde global dans lequel on est, et développer un certain nombre de compétences, comme celles qu'on va voir ce soir. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vital de réfléchir aux compétences que vous pouvez développer et qui vous distingueront d'une machine. Et je pense qu'en faisant des études en management, on est plutôt bien paré par rapport à d'autres secteurs d'activité dans lesquels les automatismes vont être beaucoup plus présents. Je pense à la médecine, je pense à l'architecture, je pense aux travaux d'ingénierie. Donc tous ces métiers-là, ils vont être extrêmement impactés par l'intelligence artificielle. Vous le serez également. Mais vous avez des armes qui vous permettent vraiment d'évoluer dans le monde de demain. Et un axe de la stratégie de développement de l'IAE, c'est justement de travailler de plus en plus ces compétences, je dirais, humaines, ces soft skills qui vont vous permettre d'évoluer au mieux dans le monde de demain. Donc, je voulais adresser un grand merci à toutes les personnes qui sont présentes ici, un merci spécial aux membres du jury et aux personnes qui vont prendre la parole. Et puis, je voulais souligner encore une fois le travail de Propulse qui s'est développé de manière vraiment stratosphérique ces dernières années. Et vous avez beaucoup de chance, on a beaucoup de chance tous ici d'avoir des équipes qui, d'année en année, améliorent considérablement cette belle association qui, à mon avis, sera rapidement reconnue pour ce travail de fond qui est mis en œuvre. Et puis qui fait vraiment reluire les belles valeurs, les belles compétences qu'on développe au sein de l'IAE. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. Je vais revenir rapidement sur comment va se dérouler cette soirée et comment les candidats qui sont assis au premier rang se sont retrouvés là, tout simplement. Donc, dans un premier temps, il y a une sélection sur vidéo qui a été faite par les membres Propulse. Ils ont ensuite été coachés de façon groupée et de façon individuelle suite à une fois qu'ils ont eu le thème donné. Donc, ils se sont préparés. On va maintenant passer aux plaidoiries qui se suivront par donc, le résultat et l'annonce du thème de la finale, thème donc, qui sera donné au dernier moment. Les candidats finalistes auront ensuite une demi-heure de préparation sur ce thème pour ensuite présenter leur plaidoirie. Suite à la délibération du jury, on aura donc les résultats, la remise des prix et on vous invite tous, suite à ce concours, à un cocktail qui se déroulera dans la bulle. Voilà. Merci à tous d'être présents. J'espère que vous êtes prêts parce que maintenant c'est à vous. Et donc j'invite Tom à commencer.
Si vous êtes fatigué par la technologie qui vous rend idiot, des médicaments qui vous rendent malade et des politiciens qui vous rendent fou, peut-être est-il le moment d'arrêter le progrès. Mais cela voudrait dire aussi que vous pourriez manquer des pizzas livrées en moins de 30 minutes. Je viens d'attirer votre attention. Peut-être avez-vous même souri. Eh bien voilà l'ampleur du progrès. Car cet exorde, ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. C'est ChatGPT. Pour certains, cette avancée est une catastrophe qui s'ajoute à celle du climat. Pour d'autres, une révolution. Jamais n'avions-nous atteint un tel niveau de développement. Cela a presque été aussi long que de remplir sa gourde à l'IAE. Et pourtant, jamais n'avons-nous été en si grand danger. La catastrophe climatique que nous vivons est sans précédent, et tout porte à croire que nous en sommes à l'origine. Nous et notre progrès, grands détracteurs de la nature. Face à une telle situation, il serait fou de vouloir arrêter le progrès. Ce serait la pire bêtise à faire, et même si l'homme semble s'en être rendu dépendant, je vais vous montrer qu'il y a une réponse D à laquelle vous n'avez pas pensé. Imaginez-vous dans un monde sans progrès. Les voitures incapables de circuler sans feu. Apple vient de déposer le bilan, le RERB est à l'arrêt, ce qui n'est peut-être pas plus mal finalement, et 70% des travailleurs, vous y compris, êtes démunis face à vos écrans. Sans le progrès, nous n'avons plus de congèle. Nous devons donc faire nos courses tous les jours, laver le linge à la main, planter vos légumes et attendre que ça pousse, aller au travail à pied, aller chercher l'eau au puits, et bien entendu, fini le télétravail, le steak végé du Crous, et je ne vous parlerai pas des 80 emails par jour que nous recevons de notre chère Valérie Baume. Tout cela vous semble absurde. Vous pensez, il abuse, il extrapole, ça n'arrivera jamais comme ça. Mais vous avez raison. Pourtant, il y a à peine 200 ans, l'histoire que je viens de vous raconter était bien réelle, et tout le monde parvenait à s'en sortir. Mais alors, quand est-ce que la machine s'est emballée ? Tout a commencé il y a bien longtemps, quand Prométhée et Épiméthée ont dû répartir les ressources de la terre entre les êtres vivants. Les animaux furent dotés de griffes, d'ailes, de crocs, et quand vint le tour de l'homme, Épiméthée, cette grande cruche, se rendit compte qu'il ne restait plus aucune arme, plus aucun atout de défense à distribuer. C'est un petit peu comme quand vous allez au Crous et que la personne devant vous prend la dernière gaufre. Alors Prométhée eut une idée. Il alla voler au Dieu un don qu'il nous transmit, la technique. Elle nous permit de maîtriser le feu, d'apprendre le langage, de faire des outils, d'inventer l'électricité, ce dont on pourrait parfois douter quand on cherche une prise à l'IAE, jusqu'à aujourd'hui, où elle nous permet encore d'avancer. Tellement que vous êtes aujourd'hui incapable de savoir si j'écris ces lignes moi-même ou à l'aide de l'intelligence artificielle. Vous en avez fait si bon usage que vous en êtes devenu dépendant. Le progrès nous a permis de survivre, d'automatiser, de poursuivre notre évolution, non pas à l'échelle d'une vie, mais au travers de générations. Toutefois, il nous a laissé des miettes. Ces fragments, semés à chaque innovation, comme les racines sur le parking de l'IAE, sont ceux qui, au fil des ans, ont emballé la machine, créant de nouveaux problèmes auxquels nous avons trouvé de nouvelles solutions et qui ont amené à leur tour leur lot de problèmes, ainsi de suite. Vous pensez si le progrès amène des problèmes, le poursuivre est parfaitement paradoxal. Mais vous avez raison. Mais je ne vous dis pas que l'homme est censé. S'il l'était, vous pensez vraiment qu'il aurait inventé le travail ? La bataille, les fiançailles, les bouchons, les chaussures à talons, le bourbon, les patrons, la cigarette, la dette, les gadgets, la moquette ? Non mais, vous avez déjà essayé de nettoyer de la moquette. Cesser tout progrès reviendrait à dire que nous sommes arrivés à destination, que nous avons atteint notre but. Mais ensuite, que ferions-nous ? Progresser donne du sens à votre vie. C'est pour ça que vous vous levez, c'est pour ça que vous faites des études, c'est pour ça que vous travaillez.
La question est alors encore plus grande. Quel est ce but? Vers quoi toutes ces étapes du progrès nous font tendre? Est-ce seulement vers quelque chose que nous progressons, ou bien à contresens que de ce que nous avons déjà réalisé, estimant que nous pourrions nous améliorer? Une sorte de course aveugle à la perfection, sans but précis, et à laquelle toute notre espèce participe, sans exception. Vous allez me dire que je généralise, que nous n'y participons pas tous. Vous avez encore raison. Ceux qui y participent fabriquent vos médicaments, nos fusées, vos bâtiments, notre société. Pourtant, vous en profitez. Eux parfois, jamais. Vous n'avez pas envie d'arrêter le progrès. Vous avez peur. Nous avons peur. Car nous savons. Nous savons que 80%, c'est le prix à payer. 80%, c'est le pourcentage de richesse que 10% des pays du globe possèdent. Si nous sommes ici aujourd'hui en France, c'est bien, c'est au détriment de 80% de la population mondiale. Au détriment de Ismaël, 11 ans, qui descend chaque matin sous terre chercher du lithium pour fournir vos batteries de téléphone. Au détriment de Priyanka en Inde qui coud vos vêtements au lieu d'aller à l'école pour que vous puissiez commander sur Shein et acheter le même t-shirt en 3 couleurs chez Primark. Ces hommes, ces femmes, ces enfants à qui nous faisons miroiter que le progrès viendra jusqu'à eux, alors que nous savons pertinemment qu'avec nos ressources limitées, cela restera un vœu. Maintenant, je vais vous révéler pourquoi il faut absolument continuer. Pourquoi nous devons à tout prix poursuivre le progrès? La réponse, vous l'avez sous les yeux, depuis le début. Regardez ce que font les autres espèces. Plongez-vous dans la nature. Le vivant progresse en permanence. L'univers est en expansion. Vos cellules se multiplient, sélectionnant les mutations qui nous arment le mieux face à nos prédateurs. La vie est en mouvement, et le mouvement est animé par le progrès. Ce besoin irrésistible de croître, grandir, se développer, ne serait-ce pas là le propre de la vie, le propre de notre espèce? L'inertie, c'est mourir, le mouvement, c'est vivre, et le progrès, lui, il nous met en mouvement, il nous maintient en action. Le progrès, c'est l'essence même de la vie. L'univers est un grand laboratoire. La nature, un scientifique fou, et nous en sommes les élèves. Mais il y a une chose que la nature fait mieux que nous. Une seule petite chose qui rend son progrès durable. La nature est faite de cycles quand nous, les hommes, sommes faits de lignes. La nature progresse en recyclant ce qu'elle produit. Vous progressez en jetant tous vos débris. Le problème, ce n'est pas le progrès. Vous êtes en train de le comprendre. Le problème, c'est la méthode. Progresser, c'est essentiel. Il faut simplement le faire autrement. Alors, vous avez raison d'avoir peur. Peur de ce que vous ne contrôlez pas. Peur de ce que vous ne connaissez pas. Nous sommes dépendants du progrès, pourtant il est le propre de notre espèce. Il fait notre identité. Mesdames, messieurs, nous sommes peut-être bientôt à court de pétrole, mais il nous reste des idées. La prochaine fois que vous verrez un problème, voyez-y aussi une solution. C'est dans votre nature. Vous fonctionnez comme ça, nous fonctionnons comme ça. Le progrès n'est pas notre ennemi. C'est notre force, notre pinceau, le monde, notre toile, et la nature doit en être la muse. Alors, mesdames et messieurs, à vos pinceaux, à vos couleurs, à vos solutions, brossons ensemble le chef-d'œuvre de l'humanité. Échouons, apprenons, avançons. Merci. Bravo et merci Tom qui a eu la tâche difficile de commencer ce concours d'éloquence. Le temps que les jurys mettent leurs derniers détails sur leurs feuilles, je t'invite à te rasseoir et on va passer au candidat suivant.
Mathéo, donc. Est-ce que les jurys sont prêts ou on leur accorde encore quelques instants? Pas de souci. Garde-les pour la fin, les applaudissements. Merci, monsieur. Messieurs, dames, les membres du jury, est-ce qu'on peut passer au candidat suivant? Tout à fait. Dans ce cas, bonne chance, Mathéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, cher jury, la plèbe. Honoré de me retrouver devant une aussi belle, prestigieuse et chaleureuse assemblée. Je vous avoue, je suis un tout petit peu stressé. Je tiens à vous remercier pour l'accueil et de me partager de belles ondes. C'est propice comme un point de départ car nous allons voyager ensemble pendant quelques secondes. Un voyage éloquent, en plein désert immobile, dont le mobile volubile est la problématique suivante. N'est-il pas temps d'arrêter le progrès? Définition à la main, et vous pouvez vérifier. Merci le progrès, enfin, si le réseau du l'IAE le permet. Le progrès est un mouvement en avant, mais encore le perfectionnement des connaissances, également l'accroissement d'un phénomène. Enfin, et c'est ce qui en ressort en premier, le progrès est relié au fait de gagner du terrain. Nous parlons ici d'avancer d'une troupe, d'une armée. Alors on commence bien. Le progrès est directement associé à la guerre. Dans ce cas, la question est vite résolue. N'est-il pas temps d'arrêter le progrès des armées? Évidemment, cesser le feu. Enfin, j'en tombe des nues. Par ailleurs, au niveau de la question, le mot est dévancé par le verbe arrêter, qui signifie l'exact contraire de ce que l'on vient d'évoquer. Nous avons donc une question, un oxymore et la guerre, mais alors que faire? Au vu de cette disposition, je me suis dit oui, il est encore temps de tout arrêter, dans quoi je me suis embarqué. Mais non, relevons le défi, car je ne suis pas quelqu'un qui se défie. Dans ce cas, laissez-moi vous expliquer de façon cartésienne, permettez-moi de façon carrée, qui a parlé le premier de progrès? Érudit et théoricien même de l'éloquence, Cicéron. Et pourtant, si on se réfère au tube disco de Pierrot en 1977, Cicéron, c'est pas carré. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter ce morceau si vous avez 4 minutes de votre temps à tuer ou lors d'une soirée arrosée. Merci le BDE. Bref, je divague. Cicéron définit le progrès avec un sens métaphorique, d'un acheminement triangulaire de connaissances, vertus et échanges. Il parle aussi de processus cycliques. Puis, au XVIIIe siècle, les Lumières arrivant, nous nous sommes éloignés de losanges pour nous rapprocher des mathématiques. La bienvenue à Newton, Descartes et Lagrange. La haute sphère d'une société euphorique en ces temps éclairés où la raison est reine et le savoir fait rage. Cela vient changer la conception chrétienne de l'histoire. Et le bonheur céleste est remplacé par le bonheur terrestre. Mais loin du siècle de la Révolution française et Voltaire, le paradigme actuel met en lumière les défaillances progressistes et fait place à une nouvelle ère. Progrès économique, progrès social, tyrannie des chiffres, culte de la plastique, santé mentale mise à mal, personne qui court après les prises électriques plutôt que vers les relations sociales. Progrès technologique, progrès technique, et ça paraît toujours plus chic. Et alors on clique, toujours plus seul devant son appareil électronique, et on en vient à oublier notre propre clic. Crypto-monnaie, métavers, NFT, des inventions éphémères pour s'éloigner de la vérité d'une société à l'envers. Progrès environnemental, pas une seule fois mentionné. Nous nous retrouvons ici à un autre oxymore d'une société qui roule sur l'or, destruction de la biodiversité, déforestation, pollution, mais quelle confusion!
Certaines diront c'est foutu, les autres seront dans le déni. Non mais, vous m'entendez parler? Je vous décris une situation apocalyptique, sans espoir. Et quelque part, c'est vrai, plus personne n'écoute. Ceux qui en savent le moins s'expriment le plus. Nous protestons alors qu'on manque de rien, alors que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Je vous ai cité seulement les sujets négatifs, ceux qui impactent. Tel un éclair qui se heurte au sol, ces sujets font le buzz. Laissez-moi vous citer, afin de tout relier, Jean Leron d'Alembert qui dit « L'esprit qui invente est toujours mécontent de ses progrès parce qu'il voit au-delà. » Donc aujourd'hui, faisons barrage à ma chimérique timidité, à un public plutôt sage, et je vous en remercie, je vais me confier. Je jouais au football à un bon niveau. De ville en ville, je promenais mes sabots. Les entraîneurs me disaient « Tu n'es pas un mauvais, mais il faut tout de même s'améliorer. » Cependant, aucun conseil ne parvint à mes oreilles, aucune direction m'était donnée, et tout effort en vain semblait être fait. Cependant, la recherche personnelle d'amélioration et performance m'a fait vivre quelques belles expériences. À l'étranger, j'ai pu évoluer et de belles amitiés liées. Mais le Covid frappant la porte, au football, j'ai claqué la porte. Ironiquement, cela m'a permis de voir midi à ma porte. À l'IAE, je me retrouvais incroyable. N'ayant jamais arrêté de vouloir me développer. Ainsi, la question qui m'est posée, n'est-il pas temps d'arrêter le progrès? Avec stupéfaction, je l'ai étudié. Et clairement, j'exclame, si le chemin est en congruence avec votre âme, il ne faut jamais se retenir de progresser. Mais faire preuve de responsabilité, conscience, humanité est primordial si nous souhaitons tous ensemble atteindre le Graal. Trêve de poésie, je veux reprendre mes propos. Oui, je donnais mon avis. Je suis un Italien plutôt francisé. Il faut croire que je me suis bien intégré. Ou plus précisément, dirais-je, que je donnais mon point de vue. Et la définition même du point de vue est que si tu te déplaces, il change, il est subjectif. Je vous invite donc tous à bouger et à vous déplacer tant que vous pouvez. Pas maintenant au sein de cet amphi évidemment, mais plutôt durant toute votre vie. Et ainsi provoquer votre propre opinion. C'est d'ailleurs un synonyme de progrès, le fait de se déplacer, rester en mouvement avec un objectif, toujours aller de l'avant. Cher jury, chère audience, sur Cicéron je vais revenir car il disait « homo humanissimo », qui caractérise en latin l'homme très cultivé, parfaitement accompli. Selon lui, la véritable humanité se manifeste dans le perfectionnement culturel et éthique que l'homme apporte à ce qu'il est. Ainsi, je vais compléter mon ressenti, car pour moi, le progrès vient aussi des échanges avec autrui. Après réflexion, peut-être que la question est mal posée, car les grands ennuis que l'homme connaît et que nous pouvons reprocher aux différents progrès sont bel et bien causés par manque d'humanité. Je vous remercie. Merci Mathéo pour cette belle prestation. On va laisser le temps au jury de remplir les grilles avant d'inviter le prochain candidat. Je crois comprendre que les membres du jury ont pu noter Mathéo. Je remercie Mathéo et Tom d'avoir traité le sujet « N'est-il pas temps d'arrêter le progrès ?» Nous pouvons donc passer au sujet suivant, qui est « Peut-on être écologiste et égoïste ?» J'invite donc Anne-Claire à se joindre à nous.
Cher public, cher jury, mesdames, messieurs, il est actuellement 17h20 et c'est un miracle que je sois devant vous aujourd'hui. Le week-end de Pâques et ses fruits de mer auront presque eu raison de moi et de mes intestins. Sortant de la pire nuit de ma vie, je suis donc contente que cette journée touche à sa fin. Et oui, car après le passage de l'ensemble de mes camarades, chacun d'entre nous, professeurs comme étudiants, allons retrouver notre quotidien hors de l'école. Certains rentreront chez eux pour dormir jusqu'à demain. D'autres se retrouveront au quart d'heure, un verre à la main. La plupart d'entre vous quitteront le parking en covoiturage, avec un ou plusieurs amis, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et je suis sûre que ce n'est pas la seule action responsable que vous réalisez régulièrement, surtout en étant étudiant à l'IAE. Chaque midi, après avoir dégusté votre succulent repas au Crous de l'IAE, vous triez vos déchets et réduisez ainsi votre impact environnemental, même si vous n'avez sûrement toujours pas compris où jeter vos déchets alimentaires. Dans le cadre du projet Humanistic Leadership, plusieurs d'entre vous ont réalisé des missions écologistes, comme en participant à Clean My Calanque, pour préserver la biodiversité. Aussi, en dehors de l'IAE, beaucoup d'entre vous vendent et achètent sur Vinted et réduisent ainsi leur impact carbone en diminuant la demande de vêtements neufs. Toutes ces démarches que vous réalisez quotidiennement prouvent votre dévouement pour notre planète. En protégeant ainsi notre environnement, avec ces actions qui peuvent paraître simples, vous pouvez aujourd'hui être qualifié d'écologiste. Ces actions semblent ainsi s'éloigner de la notion d'égoïsme, qui désigne l'attachement excessif à se porter à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Mais pourrions-nous donc être à la fois écologistes et égoïstes ? Ces termes peuvent-ils finalement être compatibles ? A priori, nous répondrions positivement à cette question. Car si vous faites toutes ces actions, c'est seulement par altruisme et non par égoïsme, non ? Cela me fait penser à la discussion que j'ai eue avec deux femmes brillantes en allant à la pharmacie hier soir. Une jeune fille très sympathique m'a d'abord tenu la jambe pendant 2 heures, pendant que je faisais la queue pour récupérer mes Vaugalènes. Je crois qu'elle s'appelait Greta Thunberg, mais je pense que vous avez également dû la croiser et que vous devez en avoir marre de son histoire. La seconde femme avec qui j'ai échangé, en sortant de chez l'apothicaire, était une octogénaire. Une certaine Jane Goodall. Cette brillante primatologue britannique a consacré sa vie à la protection des chimpanzés en Afrique et à la sensibilisation du public à l'importance de la conservation de la biodiversité. Après notre échange, j'en suis venue à la conclusion que les écologistes sont souvent perçus comme des personnes généreuses qui cherchent à mener des actions positives sur l'environnement et sur les autres. Ils semblent toujours motivés par des valeurs de partage et d'altruisme. À l'inverse, les personnes égoïstes se concentrent sur leurs propres besoins, désirs et intérêts, souvent au détriment des autres. Il semble donc peu probable qu'une personne puisse être à la fois dévouée et égoïste, car ces deux traits de caractère paraissent en opposition l'un avec l'autre. Toutefois, si là, tout de suite, je vous mettais dans un avion qui était en train de se cracher, et avec un seul parachute à son bord, que feriez-vous ? À qui donneriez-vous le parachute ? Je sais que vous avez même une seconde pensé à vous, car l'homme est finalement profondément égoïste. Cette caractéristique est inhérente à la nature humaine. Notre cher ami Freud l'exprimait d'ailleurs clairement en disant que l'homme est fondamentalement un animal égoïste. L'histoire de l'humanité le prouve notamment avec ses innombrables conflits, qui trouvent tous leur origine dans l'égoïsme humain. Depuis toujours, chaque individu cherche à maximiser ses propres intérêts aux dépens des autres. Adam Smith affirmait d'ailleurs que l'homme est un être égoïste par nature et il ne peut être incité à agir que par la perspective d'un gain personnel. Au fil des siècles, de nombreux philosophes se sont successivement intéressés à ce sujet et différentes théories se sont développées pour appuyer cette idée. La théorie de l'évolution soutient que les organismes, et notamment les êtres humains, cherchent à maximiser leur propre survie, même au détriment des autres. La théorie du contrat social considère également que les êtres humains sont naturellement conditionnés à poursuivre leur propre survie par égoïsme. Cette théorie a été initiée par des penseurs tels que Hobbes,
qui décrit la nature humaine comme égoïste et violente. Tous ces philosophes pensent donc que les individus cachent un désir inné de domination et qu'ils mettront toujours leur intérêt personnel avant le reste. Néanmoins, notre bon vieux Nietzsche, et non, je ne vous parle pas d'une bouteille de vin, mais bien du philosophe, soutenait ces théories en pensant que la nature humaine était fondamentalement égoïste. Mais il considérait par ailleurs que cela devrait être accepté plutôt que combattu. Ainsi, même s'il ne semble pas difficile d'affirmer que l'égoïsme est une tendance naturelle chez l'homme, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas réaliser des actions qualifiées d'altruistes. L'intérêt personnel de l'individu peut ainsi motiver ses actions altruistes. En effet, combien d'entre vous viennent en covoiturage pour dépenser moins d'essence et utiliser Klaxit, notre application la plus rentable? Combien d'entre nous trient leurs déchets à l'IAE simplement pour ne pas subir les foudres du personnel du Crous? Combien d'entre nous ont participé à un projet respectueux de l'environnement dans le cadre du cours de Humanistic Leadership, simplement pour valider leur master? Combien d'entre nous achètent et vendent sur Vinted simplement pour économiser de l'argent? Et oui, nous sommes les mieux placés pour le savoir. Même les actions les plus écologistes peuvent être nées de l'égoïsme humain. Et à côté des actions militantes qu'ils mènent, chacun peut avoir des comportements peu écologistes. Je pense notamment à la militante Emma Watson, connue pour son engagement écologiste, mais vivement critiquée pour son utilisation fréquente des jets privés lors de ses déplacements, ce qui entraîne un impact important sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais bon, pour Hermione, un petit sort oubliette est accepté. Au niveau international aussi, chacun semble toujours agir dans son propre intérêt. Ce matin, en me réveillant de mon épouvantable nuit, j'ai d'ailleurs pensé à quelque chose pour illustrer cela. Nous pourrions créer un événement international où nous regrouperions tous les représentants des 197 pays afin de discuter de l'avenir de la planète et trouver des solutions tous ensemble. Mais du coup, tout le monde viendrait en jet privé et cela aurait un impact immense sur l'environnement. Ce serait donc contre-productif. Bon, imaginons qu'on le fasse quand même. Chaque pays voudrait alors défendre son point de vue et se préoccuperait principalement de ses propres intérêts économiques et de sa propre sécurité, plutôt que de la protection de la planète. Ils lutteraient donc tous pour leur propre intérêt. Même si cet événement ne semble pas envisageable, je lui ai quand même trouvé un petit nom. Que pensez-vous de la conférence des partis? Que pensez-vous de la conférence des partis? Et entre nous, on aurait pu l'appeler la COP du monde. Bon, je trouve que cette idée partait d'une bonne intention. Mais comment changer les choses et sauver notre monde si chacun reste égoïste? Eh bien, j'ai trouvé la réponse en sortant de chez moi ce matin. Alors que ma mère m'appelait pour savoir à quel stade en était mon intoxication alimentaire, nous en sommes venus à parler de la dimension systémique de l'écologie. Pour répondre à votre question, oui, ce concours d'éloquence me monte à la tête et hante mes nuits depuis maintenant 10 jours. Donc, l'écologie est basée sur l'idée que tous les êtres vivants et les écosystèmes sont interconnectés et interdépendants. Les actions que nous menons pour protéger notre environnement bénéficient autant à notre propre bien-être qu'à la planète et aux autres êtres qui la peuplent. Les actions individuellement ont des répercussions à grande échelle, et chaque élément exerce une influence sur les autres éléments. En ce sens, un écologiste ne peut pas l'être dans son coin, car les problèmes environnementaux dépassent les frontières individuelles et exigent une action collective. Nous sommes tous liés dans un système écologique commun. Ces choix peuvent sembler insignifiants individuellement, mais cumulés, ils peuvent avoir un impact positif sur l'environnement et sur le système dans son ensemble. Ainsi, si je fais du covoiturage uniquement pour gagner de l'argent, dans les faits, c'est égoïste. Mais si chacun le fait, cela aura un impact sur l'environnement. Si je trie mes déchets pour éviter une remontrance ou une amende, dans les faits, c'est égoïste. Mais si chacun le fait, cela aura un impact sur l'environnement. Finalement, nous sommes tous liés, et la solution est collective. En prenant soin de notre environnement par intérêt personnel, nous prenons soin de celui de notre voisin dont il dépend, qui lui-même dépend de celui de son voisin, et ainsi de suite. De cette façon, un égoïste est un écologiste, car il agit pour l'environnement général. Typiquement, nous pouvons prendre l'exemple du mouvement pour la protection de la forêt amazonienne en Amérique latine. Après des décennies de déforestation massive, les communautés locales, les organisations environnementales
et les gouvernements se sont regroupés autour de la table et ont cherché ensemble à protéger la forêt amazonienne pour répondre chacun à leur intérêt personnel. Tous concernés, ils ont trouvé une solution collectivement. Ainsi, même si la motivation de votre action écologiste est égoïste, si elle est réalisée collectivement, elle portera ses fruits. En conclusion, oui, nous pouvons être à la fois écologistes et égoïstes. Et je dirais même qu'il faut être égoïste pour être un bon écologiste. Car en étant égoïste, nous investissons dans notre propre intérêt, dans notre propre avenir, et donc dans celui de notre planète. L'égoïsme pour sa propre survie mène alors à la survie de la planète. Nous avons tous un intérêt personnel à préserver l'environnement, et égoïstement, nous avons tous un rôle à jouer dans cette lutte pour la survie de notre Terre. Alors, même motivé par l'égoïsme, l'engagement écologique d'une personne est bénéfique pour la planète. Donc, que ce soit pour votre santé, pour votre image, pour la réussite de votre avenir professionnel, pour être bien vu d'Aurélie, la cantinière du Crous, pour gagner du temps ou de l'argent, si vous faites du bien à la planète, soyez écologiste. Cher jury, cher public, mesdames, messieurs, il est actuellement 17h31 et je dois maintenant vous laisser car j'ai un colis Vinted à déposer en relais. Merci beaucoup. Merci Anne-Claire pour cette plaidoirie inspirante. Et donc le deuxième candidat qui traitera de ce sujet est Victor, que j'accueille maintenant. Alors bonjour à tous, je vais essayer de répondre à la question peut-on être écologiste et égoïste ? Je tiens à vous dire quelque chose. Tout d'abord, j'ai voulu renoncer à concourir lorsque j'ai su que le prix était raboté, passant de 400 € à 150 € de chèque cadeau. On peut dire que la récompense a fondu comme neige au soleil, un peu comme la banquise finalement. Et puis après mes réflexions, je ne pouvais pas abandonner parce que Julie et toute l'équipe de Propulse s'est démenée pour organiser cette édition du concours d'éloquence à l'IAE. Mais en réalité, j'avais peur. J'étais pas stressé, mais j'avais peur de passer pour un égoïste. Et puis, entre nous, 150 € de bons cadeaux à la FNAC, c'est toujours ça de prix. En grand pragmatique et ayant horreur de perdre mon temps, puisque selon le dicton populaire, le temps c'est de l'argent, j'ai alors songé. Comme le montant de la récompense est divisé par 3, il faut que j'aille 3 fois plus vite dans la préparation du sujet. Logique, non ? En termes économiques, j'avais la volonté d'optimiser mon profit en cherchant l'égalité entre coût marginal et revenu marginal. C'est en école de commerce que l'on apprend ça. Les affaires sont les affaires, me direz-vous. J'ai alors demandé à ChatGPT, devenu en quelques mois un allié précieux des étudiants, ce qu'il pensait de la question. Peut-on être écologiste et égoïste ? Il m'a répondu qu'il pensait que nous pouvions concilier les deux. C'est très mignon et plein de bonne volonté, mais c'est pas avec ce genre de réflexion digne d'une candidate de télé-réalité ou d'un candidat, ne voyez rien de sexiste dans mes propos, que j'allais repartir avec mon chèque cadeau. Mais comment faire ? Comment gagner face à ma brillante concurrente ? Il fallait faire preuve de méthode et de préparation. En bon juriste, j'ai commencé par analyser l'article 8 du règlement du concours pour maximiser le nombre de points que vous allez m'attribuer. Mais c'était sans compter sur la malchance. Malheureusement pour vous, je ne suis pas un lecteur des rapports du GIEC et ne pourrai pas vous parler des crises terribles que nous allons traverser. Montée des eaux, réchauffement climatique, famine, etc. En effet, mes références proviennent majoritairement du rap. Je suis grand amateur de Booba. Elie Yafan m'a pourtant été d'aucune aide dans la préparation du sujet. Son analyse sur l'effet de serre et le réchauffement climatique pourrait être qualifiée de vulgaire. Tous mes efforts pour remporter le chèque cadeau seraient anéantis si je venais être disqualifié pour motif de grossièreté.
Pour les amateurs, je vous conseille quand même d'écouter Bébé, sorti en 2018, et d'être attentif aux alentours d'1 minute 40. Je me retrouve donc au point de départ, ne pouvant ni citer mon maître à penser de peur d'être disqualifié ni user de ChatGPT. Je dois donc me résoudre à analyser les termes du sujet, écologie et égoïsme. Bon, clairement, ça fait pas rêver. J'aurais préféré tirer le sujet, peut-on perdre la Sainte Victoire? J'aurais alors déplacé des montagnes et analysé les conséquences de la défaite et de la victoire. La principale étant que les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Comme vous l'avez compris, la concentration n'est pas mon point fort et je me retrouve encore une fois pris en flagrant délit de digression. Si, aujourd'hui, je veux être du côté de ceux qui écrivent l'histoire, il me faut faire preuve d'un peu plus de méthode et analyser cette fois pour de vrai les termes du sujet. Écologie et égoïsme. Par chance, j'ai suivi des cours de latin et conservé quelques restes. Oikos signifie maison et logos science. L'écologie est donc la science qui étudie la maison. Elle serait donc, selon ma traduction, un synonyme d'architecture d'intérieur. Cette définition n'a absolument aucun sens. Je prends conscience que j'aurais dû être plus attentif en classe de latin et de grec. On en revient à mon fameux problème de concentration. Je suis donc face à vous. Sans parvenir à définir le terme principal du sujet, je devrais prendre peur et décider d'abandonner. En effet, un candidat dans l'incapacité de définir le terme principal du sujet est un candidat éliminé. Mais ce qui me rassure, c'est que ceux qui se réclament de l'écologie n'arrivent pas non plus à la définir. Faut-il être pro-nucléaire comme Jean Covici ou anti comme les Verts? Faut-il être décroissant ou croire en la croissance verte? Faut-il manger bio ou local? Acheter une voiture électrique ou d'occasion? Évidemment, j'ai mes convictions et vous avez les vôtres. Mais pour moi, comme pour Sandrine Rousseau, candidate Europe Écologie Les Verts, l'écologie, c'est pas des hommes blancs à vélo dans les villes. Cette définition par la négative nous mettra au moins tous d'accord. Bon, pour l'écologie, c'est bien plus facile car je connais bien mieux. En effet, je suis de ceux qui pensent que la satisfaction de l'intérêt personnel doit primer. Vous vous en doutez, je ne suis pas seul à penser ça. L'auteur de La main invisible soutenait que l'égoïsme de chacun conduit par la satisfaction de son intérêt à un équilibre. Autrement dit, la recherche des intérêts particuliers aboutit à l'intérêt général. Servir son intérêt propre, c'est servir un intérêt plus vaste. Pas mal, non? Vous n'avez donc pas à vous inquiéter de votre bilan carbone lorsque vous ferez votre jet ski à Cancun. Vous serez à ce moment-là en train de servir l'intérêt général. C'est presque trop beau pour être vrai et je sais que vous avez du mal à me croire. Vous vous dites certainement que je suis un affreux égoïste qui cherche à se convaincre qu'il fait le bien et que j'ai réussi mon coup en préparant le sujet 3 fois plus vite. Afin de vous prouver que j'ai donné ma personne dans la préparation de ce concours, laissez-moi vous raconter une anecdote un peu plus personnelle. J'ai raté l'examen du permis de conduire à cause d'un mauvais automobiliste, dirons-nous, qui a décidé de me doubler par la droite alors que je tentais de me rabattre. Afin d'éviter une collision à la vitesse impressionnante de 35 km/h, l'examinateur n'a pas eu d'autre choix que d'appuyer sur le frein, de râler un bon coup dans la voiture et de me recaler à l'examen du permis de conduire. Ce raté fait alors de moi un piéton, un cycliste, un habitué du bus 11 dont je me passerai bien et plus largement un usager des transports publics. ChatGPT, la candidate de télé-réalité, avait raison. On peut concilier écologie et égoïsme. J'en suis la preuve. Merci beaucoup pour cette plaidoirie. Le temps que le jury note notre candidat, je vous rappelle, suite à ce thème très bien choisi, que Propulse organise des ateliers sur la fresque du climat le 17 et 24 avril prochain. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Instagram, donc n'hésitez pas. Animé par Julia, qui est juste ici.
vois que notre prochain candidat est pressé. Et donc, pour traiter le thème « Peut-on perdre la Sainte Victoire ?», Baptiste. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La sainte, en ce temps-là, se dressait fière et droite, sans jamais disparaître. Mais alors aujourd'hui, l'emblème de la Provence serait en pleine souffrance ? Les arbres sont abattus, les fleurs sont fanées, les oiseaux ne chantent plus. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers publics, chers amis, pour certains, la Sainte Victoire, c'est un peu notre bohème à nous, provençaux, amoureux de la nature. À l'instar de la chanson d'Aznavour, je ne cite pas Booba, désolé, la Sainte Victoire, c'est un symbole qui représente nos espoirs les plus fous, nos rêves les plus doux, mais aussi nos craintes les plus profondes. Car oui, la Sainte Victoire est un danger. Peut-on la perdre ? On l'a dit, menacée par les vents mauvais, de la pollution atmosphérique, de la déforestation et du changement climatique. Mais tout comme les bohèmes ont su trouver la force de résister ensemble et de défendre leurs rêves, nous devons nous aussi nous mobiliser pour protéger ce joyau. Nous devons préserver la Sainte Victoire pour que les générations futures puissent continuer à contempler sa beauté, à s'émerveiller devant sa biodiversité et à s'inspirer de son histoire. Nous devons préserver la Sainte Victoire, ensemble, en bohème solidaire, pour sauver ce patrimoine naturel unique qui nous est cher. Ensemble, je le crois, nous pouvons empêcher que la Sainte Victoire ne soit perdue. Bohème sans âme. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que cette montagne emblématique continue d'inspirer les artistes, les poètes et les amoureux de la nature pour les siècles à venir. Mesdames, messieurs, il est vrai que de savoir si l'on peut perdre la Sainte Victoire est une question importante. Mais ne nous devons pas également poser une autre question ? Vous avez compris ? La Sainte Victoire ne risque-t-elle pas, elle, de nous perdre nous ? N'est-elle pas plus forte que nous ? Elle était là pourtant bien avant vous et moi, avant vos parents, avant vos grands-parents, avant vos arrière-grands-parents et même avant Michel Drucker. Elle a tout vu, tout connu. La monarchie, la France révolutionnaire, la France résistante, l'OM champion d'Europe, la naissance du programme Humanistic Leadership. Elle ne veut pas nous voir la quitter. L'homme n'est pas Carlou pour l'homme, n'en déplaise à Hobbes, il l'est aussi pour la nature. Bien qu'en voyant certains comportements, on peut se dire que l'homme n'est pas un loup du tout, mais plutôt un âne. Et aujourd'hui, Cézanne s'amuse à dégrader la muse de Cézanne. Mais lorsque l'homme s'arrête, alors, la nature peut reprendre ses droits. 7%. Selon une étude de SSD, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 7% en 2020, année de la pandémie. Dans les villes, on a vu revenir des animaux. Des sangliers se balader dans Barcelone, des canards dans les rues de Paris, on a même réentendu des oiseaux. Dans les forêts, certains espaces menacés ont pu se reproduire et se relancer. Preuve, s'il en fallait, des conséquences des actions de l'homme sur notre planète. Alors je ne plaide pas pour un nouveau confinement. Je vous dis simplement qu'il faut transformer ce moment en tournant. Et ne me dites pas qu'il n'y a plus d'espoir. Romain Rolland disait « Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. » Il faut lutter, à notre échelle. Et si pisser sous la douche ne suffit pas, alors dès demain, je supprimerai tous les mails de Nathalie Varenne que j'avoue ne pas avoir lus.
Il faut garder espoir. Il faut garder espoir pour ne pas perdre. Il faut garder espoir pour la victoire. Mais qu'est-ce que la victoire? La victoire est définie par le Robert comme un succès, obtenu dans un combat, une bataille, une guerre, et qui s'oppose à une défaite. La victoire sainte, elle, est un peu plus que cela. C'est une victoire qui ne compromet ni valeurs fondamentales, ni notre intégrité personnelle. Mais alors peut-on perdre une sainte victoire? En tout cas, j'imagine combien Matteo a dû avoir du mal à préparer le sujet. Car gagner sans tricher pour un MMS, c'est un peu comme un MBM sans jour de repos. Ou comme le Crous qui ne nous servirait pas du blé 3 fois par semaine, ça n'existe pas. Tricher pour gagner, est-ce vraiment la victoire? Un acte sans honneur, une attitude bien maladroite, la compétition biaisée, une vérité dévoyée, des conséquences néfastes sur l'esprit, la crédibilité. La confiance s'envole, la réputation s'effondre, la triche, véritable tromperie, n'est pas une ombre blonde. La victoire est-elle vraiment méritée quand la ruse est utilisée? La performance n'est-elle pas un mensonge quand la tromperie est avancée? Il est préférable de participer avec intégrité, de se concentrer sur son propre travail, sa propre activité. En somme, tricher pour gagner n'est pas la solution, une pratique injuste qui ne mérite aucune distinction. La victoire doit être légitime, le fruit d'un travail honorable. C'est ainsi que la compétition est juste et que la performance est louable. Alors y a-t-il un regret dans une victoire bafouée? Est-ce que quelqu'un ici a déjà regretté d'avoir gagné? Scat Club, Aix-en-Provence. Un mardi d'hiver, il est tard, il fait nuit. À l'extérieur, le temps est humide. À l'intérieur, il fait chaud. Le sol colle légèrement. Ça sent le scat. La musique tape dans les oreilles. Un homme, très hydraté, s'approche d'une femme. Éclairé par l'arrière, on a l'impression d'une créature divine, une sainte, Victoire de son prénom. L'homme attiré n'a qu'une seule envie, un seul objectif. Ce soir, il va l'embrasser. 6 minutes et 14 secondes plus tard, le temps de bande organisée, il l'a conquise. Il profite de la pénombre pour s'enlacer. Plus tard, les deux s'en vont. Ils rentrent chez lui, ils y passent la nuit et se réveillent au petit matin, à 14 heures. En ouvrant les yeux et malgré un terrible mal de tête, l'homme s'aperçoit vite de son erreur. La créature divine de la veille s'était changée en créature, tout court. Sa victoire de la nuit précédente s'était transformée en défaite. Et défaite, il ne veut plus en faire. Alors imaginez sa tête, lorsqu'il apprit quelques mois plus tard que cette nuit-là, il avait mis enceinte. Victoire. Cette histoire est inspirée de quelques faits réels, vous vous en douterez, bien qu'heureusement, à l'heure actuelle, je n'ai pas de bébé. Cher jury, chère audience, vous aurez compris ma pensée. J'ai tenté de vous convaincre que la Sainte Victoire est menacée, tant sur le plan écologique que sur le plan symbolique. Toutefois, je refuse de baisser les bras. Et j'espère que vous partagez ce sentiment avec moi. Perdre la Sainte Victoire serait un échec pour nous tous, mais cela n'arrivera pas tant que nous nous engageons ensemble à la protéger. Comme l'a si bien écrit Saint-Exupéry, l'avenir tu n'as pas à le prévoir, tu as à le permettre. Alors il y a espoir de ne pas la perdre et qu'elle ne nous perde pas. L'espoir, d'ailleurs, maître mot de la victoire, qui sainte n'en est que plus belle. La Sainte Victoire ne peut être bafouée, elle est l'essence même d'une victoire méritée. Elle est le symbole de la ténacité, de la persévérance et de l'engagement. Nous avons, toutes et tous, le pouvoir de préserver cette sainte victoire. Et cette victoire sainte, j'espère que nous la remporterons ensemble.
Merci Baptiste pour cette plaidoirie. Merci. Et donc pour clôturer cette première phase de plaidoirie, Mathéo. Encore. Peut-on perdre la Sainte Victoire? Je vous propose de commencer avec un petit vote à main levée afin que vous ne vous endormiez pas. Qui ici pense qu'on peut perdre la Sainte Victoire? Ok. Qui pense qu'on ne pourra jamais la perdre? D'accord, donc les avis sont tranchés. Vous avez tous raison, parce qu'en fait, vous êtes tous des génies. Et je vais vous le prouver. Mais vous allez voir que le point de vue a son importance. Si par exemple, je prends le point de vue d'un d'un supporter de l'équipe de France, la Sainte Victoire nous a déjà échappé. Le 19 décembre, au tir au but, sous un soleil de plomb, un soleil qatari, malgré les méga clims mis en place par le système qatari, et qui ont été ressentis jusqu'à Paris. Au cours de ces 8 minutes, nous allons nous éparpiller. Mais pour ne pas froisser les supporters français que vous êtes, nous allons rester sur le sujet de la Sainte Victoire, la montagne. Depuis aussi longtemps que je puisse me rappeler, moi, Matteo Benvenuti, fils et petit-fils d'Aixois, la Sainte Victoire a toujours été là. Comme la Rolex au poignet des Aixois, on la voit sans véritablement la regarder. Elle fait partie du paysage aixois. Comme la Rolex, elle a une histoire. Comme la Rolex, elle est polie par le temps. Et comme la Rolex, elle est en mouvement perpétuel. Mais la Sainte Victoire, triomphant depuis si longtemps dans le paysage aixois, peut-elle nous échapper, comme une Rolex à la Castellane? Pour vous prouver que le point de vue a son importance, je vais jongler entre les personnalités, alternant angle de vue et opinion. Commençons par une approche scientifique. Parlons géologie. Une montagne peut-elle scientifiquement, rationnellement, logiquement disparaître? Oui. Chaque montagne est vouée à disparaître, tout comme certaines plaines sont vouées à devenir des montagnes. Cela dit, ces mutations du paysage se font sur des millions d'années à l'échelle géologique. La pluie, le vent, les mouvements de la croûte terrestre peuvent éroder la Sainte Victoire. Cependant, l'érosion induite par l'activité humaine est estimée à 10 fois supérieure à l'érosion naturelle. C'est notamment le passage répété des randonneurs et vététistes qui finissent par polir la roche, dérobant à chaque pas quelques atomes à la montagne condamnée à s'aplatir. Et oui, Jamy. Donc, la Sainte Victoire est vouée à disparaître, mais pas à notre échelle humaine. Les humains seront-ils encore là lorsque la Sainte Victoire disparaîtra? Serions-nous que de passage? Déjà beaucoup de questionnements et de pensées contradictoires dans cette première partie. Il est temps de faire place à la raison. J'ai alors naturellement cherché des traces de disparition soudaine d'une montagne dans les théories complotistes. Et même là, je n'ai rien trouvé. J'ai eu beau chercher, aucune montagne n'aurait jamais disparu. Comme par hasard. Nous aurait-on effacé une partie de notre mémoire avec ce foutu vaccin? Brigitte Macron est-elle un homme? Je m'égare peut-être. Revenons-en à notre montagne. Je commençais à me faire une raison, ma foi, plutôt optimiste. Non, la Sainte Victoire ne disparaîtrait jamais. Mais la réponse était un peu trop facile, un peu légère pour en finir là et espérer aller en finale. Face au mur, à court d'idées, je me suis alors tourné vers la sagesse. La seule sur qui je douterai pas, la seule qui m'a pas lâché, et ça depuis mes premiers pas. Merci Jules de m'aider à introduire ma maman, qui adorera ce clin d'œil au roi du rap. Ma mère m'a apporté, comme souvent,
un élément décisif de réponse à ma question. Lorsqu'elle avait 19 ans, donc c'était pas hier, désolé maman, la Sainte-Victoire a brûlé. Et elle se souvient du jour où elle est retournée sur les lieux du carnage avec sa grand-mère. Et le constat fut sinistre. Elle ne reconnaissait plus la garrigue. Les pins centenaires avaient laissé place au reste de troncs carbonisés. Le thym, le romarin étaient partis en fumée. Les sifflements des oiseaux, le cri des cigales n'étaient plus que souvenirs. Le souffle vide du vent était le seul silence de la nature. Et ce souffle charriait l'odeur sinistre de ce qu'il restait de notre montagne. Tout était devenu noir, désert. La garrigue avait laissé place à un paysage de fin du monde. Notre Sainte-Victoire n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'avait plus rien de sacré, encore moins de victorieux. Cette vision réorienta ma réflexion sur la question posée. Peut-on perdre la Sainte-Victoire? Qu'entend-on par perdre? Est-ce perdre physiquement? Qu'elle disparaisse? Ou est-ce plus profond? Peut-on perdre l'idée qu'on s'était faite de celle-ci? Perdre notre vision de la Sainte-Victoire? Il était évident qu'en ce jour de 1989, ma mère avait perdu sa Sainte-Victoire. L'idée qu'elle s'en était faite était morte. Et elle ne sera plus jamais la même. Nous tenons alors une autre piste. Nous pouvons perdre la Sainte-Victoire si celle-ci n'est plus ce qu'elle était hier. Mais n'est-ce pas déjà le cas? La nature n'est pas en perpétuel mouvement? Je pense que oui. Et je ne suis apparemment pas le seul à penser cela. Cézanne lui-même a passé plus de 30 ans de sa vie sur un tabouret à observer la montagne pour la peindre, en y captant chaque infime variation. Selon l'heure de la journée, Cézanne peignait des montagnes avec des tons bleus ou ocre. Selon l'angle de vue, la montagne prenait des formes différentes. Selon les conditions climatiques, la montagne apparaissait différemment. Autant de variables pouvant amener la Sainte-Victoire à évoluer chaque seconde. Assis sur son tabouret, Cézanne était donc constamment en course, contre le temps, afin de capter la précise nuance de la Sainte-Victoire qu'il souhaite reproduire. Et je trouve ça fascinant. À chaque seconde, il perdait sa Sainte-Victoire. Mais je pense qu'il ne voyait pas la perte de sa Sainte-Victoire comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une succession de renouveaux, de nouvelles formes, nouvelles couleurs, nourrissant son art. Cézanne a peint plus de 80 Sainte-Victoire, et moi qui soigne mon texte pour éviter les répétitions. Je pense que cette montagne le vaut bien, et elle n'est plus toute jeune. Mais pourtant que la montagne est belle, comme disait Jean, qui en fera le sujet de nombreuses de ses chansons. Il n'était pas le seul. Les montagnes ont une place importante dans l'art et n'inspirent pas seulement les artistes morts, comme Paul Cézanne et Jean Ferrat, mais également les artistes contemporains comme NAPS, qui souhaiteraient fumer un pétou sur le mont Fujiyama. Quoi qu'il en soit, que vous soyez artiste, scientifique, maman, supporter de foot, étudiant, ou tous les trois, ou tous les cinq, vous avez un passé, une éducation, un background. Et c'est ce background unique qui nourrit votre vision du monde. Cette vision du monde est votre richesse, parce qu'elle est unique. Et parce que c'est à travers elle que vous allez développer vos compétences, uniques également. Je vais laisser Albert Einstein amorcer ma conclusion avec une citation. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Donc, chacun d'entre vous est un génie à sa façon, même les coms, grâce à son passé, sa vision du monde. Mais si vous êtes un poisson, ne vous obstinez pas à grimper aux arbres. Merci à vous, les génies. Merci. Merci beaucoup à tous les candidats, à vos plaidoiries, et je n'en doute pas, étaient très satisfaisantes pour le jury.
J'invite maintenant les membres du jury à délibérer sur nos 2 finalistes. Nous avons réservé une salle, donc la salle G15. Julie, juste ici, va vous accompagner pour choisir donc nos 2 finalistes qui feront une plaidoirie sur le thème que nous allons choisir maintenant tous ensemble. Je vais demander aux derniers de se réinstaller, on va reprendre. Et je vais dans un premier temps laisser la parole aux membres du jury pour revenir sur les plaidoiries qui ont eu lieu juste avant. Moi, c'est la première fois que je participe à un jury d'éloquence. Et je dois vous dire qu'effectivement, j'ai été impressionné par ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très, très bien. Après, bien entendu, les notes doivent départager chacun d'entre vous. Voilà. Bravo. Alors effectivement, un énorme bravo à nos candidats qui ont été très 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 bons. Et je sais l'effort que c'est de faire ce genre de prestation. Vous avez largement relevé le défi. Certains, bien sûr, vont être auréolés et d'aller en finale, mais l'important c'est que vous ayez participé et que vous vous sentiez raccord avec ce que vous avez fait, et ce que vous vouliez dire et ce que vous vouliez transmettre. C'est ça le plus important. Et bravo, parce que pas tout le monde l'aurait fait. Ça montait le stress. Bon, je vais parler un peu vite parce que sinon... Non, vraiment, bravo. Bravo pour tout, parce que c'était d'être de l'autre côté cette année, c'est plus soulageant, mais en même temps plus difficile. Parce qu'il faut le juger, mais tout, c'était incroyable. Et comme on dit très bien chez moi, vous m'avez fait kiffer. Donc, voilà. Bon, alors, pas pour dire bravo à tout le monde, parce que forcément, il peut y avoir 2 finalistes. Mais moi, vraiment, je vais vous remercier pour cet engagement que vous avez chacune et chacun fait preuve sur cet exercice. Et ça, c'est super important, parce qu'on voit bien que vous avez bossé sur cette préparation. Donc, voilà, ça fait plaisir, nous, de notre côté enseignant, de voir que nos jeunes sont toujours engagés et prêts à faire plus que ce qui est demandé. Voilà. Et puis vous remercier, j'ai un peu actualisé ma culture Jones, enfin, je ne sais pas comment on dit. Donc dès ce soir, quand je rentre, j'appelle ma fille et je lui explique un peu des nouvelles choses. Voilà. En merci pour ça. Moi, ma culture jeune, elle a été actualisée par mes enfants, mes 2 garçons de 7 et 10 ans. Donc je sais très bien qui est Naps, Joule, et le nombre de gros mots qu'ils enseignent régulièrement à mes enfants. Donc on a utilisé un algorithme extrêmement complexe pour déterminer les heureux élus ou les malheureux élus. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Donc voilà, le fruit de cet algorithme est que donc on a sélectionné 2 personnes qui sont Baptiste. Je pense effectivement qu'il mérite un tonnerre d'applaudissements. Et la deuxième personne, c'est Matteo Rigoni. Voilà, bon, il y a 2 noms, mais j'ai vraiment été soufflé par la qualité des présentations. J'ai trouvé que c'était vraiment... d'un très très bon niveau, et c'est très très agréable de voir, comme le disait Valérie, des étudiants s'engager, aller plus loin que juste ce qu'on demande en classe. Et c'est exactement ce type d'étudiants dont on est friand et qu'on veut développer à l'IAE. Donc merci beaucoup pour cet investissement. Encore bravo à tous les candidats. Un bravo particulier donc à Baptiste et Matteo qui sont sélectionnés pour la finale. Vous avez tous voté pour choisir le thème.
Et donc, celui-ci sera... Faut-il crier plus fort? Je vais revenir rapidement sur comment va se passer la suite. Donc pour les 2 candidats finalistes qui vont devoir traiter ce thème, vous allez avoir une demi-heure de préparation et vous allez avoir la possibilité d'être accompagné d'une personne pendant cette demi-heure de préparation, la personne que vous voulez, au choix dans l'Assemblée. Voilà. Votre plaidoirie devra durer au minimum 5 minutes. C'est la difficulté que c'est. Vous avez évidemment beaucoup moins de temps de préparation que sur les plaidoiries précédentes. Ce sera évidemment pris en compte par les membres du jury. Je vais donc vous laisser choisir les personnes que vous souhaitez avoir auprès de vous pour cette demi-heure de préparation et vous diriger vers les salles qu'on vous a attribuées, donc la G11 pour Mathéo et la G14 pour Baptiste, et vous préparer sur cette demi-heure. Encore bravo à vous. Messieurs, comment vous vous sentez? Mal. Très mal. C'est pas un exercice facile. Sur les plaidoiries précédentes, ils avaient eu plusieurs jours pour se préparer. Aujourd'hui, ils n'ont eu qu'une demi-heure. Donc soyez indulgents avec eux, s'il vous plaît. Si vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts? On va donc pouvoir commencer sur le thème que vous avez choisi. Faut-il crier plus fort? Et je vous demande d'applaudir Baptiste. « 7 septembre 2000, 16h30, hôpital Foch, un cri. Une femme vient d'accoucher d'une future légende. Moi. Dans mes habits d'Adam, j'arrive à la vie en criant. Ce même cri qui me suivra à toutes les étapes de ma vie. Depuis ma naissance, en effet, le cri fait mon essence. Et à 2 € le litre, vous vous doutez bien que j'aime le silence. Cri de cœur, cri de joie, cri de guerre. Commençons par le cri de cœur. Amoureux de l'amour. Vous avez certainement déjà vu cette phrase dans ma bio Tinder. Je vais forcément parler de cœur. Le cri de cœur, pas toujours entendu. Ou alors, c'est que, mesdames, vous ne l'avez pas voulu. Le cri de joie ensuite. Le cri que l'on pousse après un but. Au stade, quand la France vient de marquer face à l'Italie. Encore faut-il que l'Italie soit qualifiée. Le cri de guerre, enfin. Celui qui rassemble, unit, fédère. Le cri de guerre des vestiaires jusqu'à nos frontières. Frontières de l'Europe. Ukraine. L'ego d'un homme qui a voulu crier plus fort entraîne dans son sillage des milliers de morts. N'aurait-il pas mieux fait de se taire? Voilà jusqu'où le cri d'un homme peut nous mener. Mais alors, le silence ne rendrait-il pas plus fort? Le silence. Le silence. Le silence. Je finirai avec seulement une petite phrase. Si la parole est d'argent, alors le silence est d'or. Merci. Bravo Baptiste pour cet exercice difficile.
On va laisser quelques minutes au jury pour noter notre candidat et ensuite faire place à notre deuxième finaliste, Mathéo. « 19 décembre 96. » Non, je plaisante, c'était pas du tout mon intro. Pour faire rire, il est simple, il suffit de crier plus fort. Baptiste l'a démontré. Et de cette finale, nous allons nous affronter. J'ai choisi mon père pour qu'il m'accompagne. Et il m'a dit, j'ai choisi le thème parce qu'il est difficile. Donc je le remercie. Je vais vous raconter une histoire, c'est d'un père et d'un fils. Mais tout d'abord, je dois vous avouer que quand j'ai été sélectionné, j'ai eu très peur et j'ai envie de crier « Aiuto !» Oui, ça veut dire aide, enfin aidez-moi en italien pour ceux qui ne sont pas très cultivés. Donc c'est l'histoire d'un père et d'un fils. Et tout allait bien en Italie jusqu'à 11 ans et demi. Puis, non, toujours en Italie, je me sentais le roi du monde, bouillonnant d'énergie et en sécurité, tel un caillou lancé au milieu d'un lac immobile créant des ondes, ou tel un surfeur au milieu de sa vague. D'ailleurs, parlant de vagues, est-ce que vous savez comment elles s'appellent les vagues les plus rares et les plus hautes du monde? Ce sont les vagues scélérates. Elles ont d'ailleurs causé la grande crise que tout le monde connaît, Fukushima, et l'apocalypse environnementale. Je fais un aparté, mais je vais revenir sur mon histoire. Donc, en 11 ans et demi, j'étais déplacé en France, un pays inconnu, et ça faisait déjà 2 ans que j'étais championne du monde. Contre qui? Eh bien, la France. Merci Trezeguet et Zidane pour son coup de boule. Quel souvenir. Et vous aurez dû être ici avec moi et mon père quand l'Italie a gagné. C'était incroyable. Mais donc, en arrivant en France, je me sentais déboussolé, comme tout en haut d'une montagne. J'avais très peur. Mais mon père me faisait écouter des chansons. Et je ne sais pas si vous connaissez Giovanotti, mais je vais le citer. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Je vais traduire. Le vertige, ce n'est pas la peur de tomber, mais l'envie de voler. Donc en France, je me suis dit, j'ai une opportunité, je peux enfin voler, mais non. Le fait d'arriver en France, les tensions commençaient à arriver, un peu de confusion au sein de la famille, parce que j'étais déboussolé dans un autre environnement où je n'étais plus le roi du monde. Puis, j'ai dû partir très vite de la maison familiale à 14 ans pour suivre ma passion, celle du football. Et donc, c'était très compliqué. Il a commencé de temps en temps à me crier dessus. Mais il s'est vite rendu compte que ça n'a pas marché. Et à partir de maintenant et depuis tout à l'heure, j'improvise. Donc je vais continuer comme ça et on essaie de garder les 5 minutes. Du coup, je vais changer complètement de sujet. Et pour finir les 30 secondes qui me restent, je vais juste vous faire part d'une citation que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai lue ces derniers jours. Et en fait, quand j'ai vu la question, ça m'a un peu fait réfléchir à ça, mais je ne pense pas qu'il y ait du lien. Et c'était que dans la vie, on a une possibilité limitée de oui
et une possibilité illimitée de non. Faites-en ce que vous voulez et je vous remercie. Bravo, vraiment bravo à Baptiste et Mathéo qui ont relevé le défi avec brio. On va maintenant inviter une nouvelle fois les membres du jury à délibérer et donc choisir le grand gagnant de ce concours d'éloquence. Avant d'annoncer le gagnant, je pense qu'on peut encore une fois remercier les candidats pour leur travail, les membres du jury. Les membres du jury, on peut les remercier pour leur présence. Et enfin, les coachs qui ont aidé les candidats tout au long de ce concours. Et surtout, merci à vous d'avoir été là pour les encourager. Et merci à Propulse d'avoir organisé ce concours. Voilà pour les remerciements. La suite peut-être. À la 3e place, avec le coup de cœur du public que vous avez choisi. Victor. Bravo Victor. Tu as été choisi par l'entièreté du public avec une grande majorité de 40% des votes. Bon, c'est pas 400 €, mais quand même. Bravo, bravo. Encore bravo à toi. Et pour la suite, je vais laisser le jury s'en charger. Je ne vais sûrement pas rivaliser avec l'éloquence, parce que je crois qu'effectivement, l'éloquence, c'est vraiment vous. Bravo, ce que vous avez fait, tous les 6, puisque il est parti. Il a eu le prix, il est parti. Donc, ce soir, il me revient d'annoncer le vainqueur. Donc, même si, effectivement, mon cœur balance un petit peu vers le pays de mes grands-parents. Je suis d'origine italienne. Je dois vous dire que Baptiste, bravo. Bravo Baptiste. Et bravo à tous les autres candidats. Mathéo, tu peux aussi venir chercher ton prix puisque tu es 2e et que tu mérites tous les applaudissements. On invite les 3 vainqueurs à venir faire une photo. Et on invitera les candidats après. Alors attendez, j'arrive. Vous pouvez vous mettre au milieu. N'hésitez pas à vous mettre au centre de l'amphithéâtre afin que tout le monde puisse vous admirer. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît ? Merci à tous. On a peut-être oublié le prix entrepreneurial.
Propulse. Merci beaucoup.